Antonio de Oliveira Salazar voit le jour le 28 avril 1889 à Vimeiro, dans une famille modeste mais profondément catholique. Son père était régisseur de terre pour un riche propriétaire et sa mère cantinière. Salazar est le dernier de la famille, ayant déjà 4 sœurs. À 11 ans, il entre au séminaire de Viseu. Il se distingue comme un enfant complet et sérieux, passant son temps à lire plutôt qu'à jouer avec les autres. À 16 ans, il entame ses études de théologie et reste profondément marqué par saint Thomas d'Aquin. Il finira ses études de théologie à 19 ans, avec la meilleure note de l'année. Il songe devenir prêtre, mais deviendra finalement répétiteur dans une école avant de reprendre ses études à la faculté de Coimbra. L'année 1908 représente une année noire pour le Portugal. Le 1er février, le roi Charles Ier ainsi que son fils Louis-Philippe de Bragance est assassiné place du Commerce à Lisbonne par Alfredo Luis da Costa et Manuel Buica, deux Carbonari. Le carbonarisme, parfois appelé charbonnerie, est un mouvement ésotérique et secret à forte connotation politique et étroitement lié à la franc-maçonnerie. C'est ce même mouvement du carbonarisme qui s'occupa entre autres de l'unification italienne. Le deuxième enfant du roi Charles Ier, Miguel II, survit à l'assassinat et monte sur le trône du Portugal. Mais un peu moins de 2 ans plus tard, en 1910, la République portugaise est proclamée à la suite d'une révolution. Révolution portée par le Parti républicain en lien ouvert avec les Carbonari et fomentée par les loges maçonniques. Cette révolution ne sera pas seulement anti-monarchique, mais aussi anticléricale. La famille royale est forcée à l'exil. La République fait son trou. On veut déjà convertir des églises en musées. Salazar rejoindra en 1912 une association, le CADC, menée par le militant catholique Cordeiro, et son hebdomadaire L'Impartial, où il écrira des articles. La situation portugaise est chaotique. Plusieurs soulèvements monarchistes ou même socialistes seront infructueux. Salazar prépare 2 thèses lors de ses études d'économie, une sur l'agio de l'or et une autre sur la question du blé. Il devient en 1918 professeur d'économie à l'université de Coimbra, en plus de ses diplômes de droit. Salazar est un professeur très apprécié, mais il refusera toujours les honneurs et les avantages de sa fonction. Une cabale politique est même organisée contre lui, mais aura l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. Il gardera son poste. Son ami le plus proche, qui deviendra ensuite le cardinal de Lisbonne, Manuel Gonçalves Cerejeira, dira de lui: Salazar a suivi une route droite, sans emprunter de chemin de traverse. Il est resté l'homme des grandes choses et des petits détails. Dans sa jeunesse, il s'imposait déjà avec sa nature si riche, sa volonté tenace, son intelligence et son parfait équilibre. En 1922, Salazar valide la politique du ralliement de Benoît XV, par souci de conciliation. Il s'agit ici de l'une des rares erreurs de Salazar, car le ralliement, bien que soutenu par quelques lettres apostoliques, est une des applications de l'empiètement du pouvoir temporel sur le spirituel. Pour autant, Salazar, armé seulement de sa plume et de sa voix, n'en oublie pas ses principes catholiques. Petit à petit, lors de ses discours, il n'aura de cesse de louer une société où les vertus catholiques seraient reines. En témoigne cette citation lors de son discours de Braga. Le christianisme oppose à l'esprit de révolte celui d'obéissance, à la haine, l'amour, à l'ambition, le renoncement. Et il s'écrie: les voilà les bases morales de notre révolution sociale. Ne pas aspirer au pouvoir comme à un droit, mais l'accepter et l'exercer comme un devoir. Considérer l'État comme le ministère de Dieu pour le bien commun, et obéir de tout son cœur à tout ce qui est investi de l'autorité. Ne pas oublier, si l'on commande, au nom de quelle justice on le fait, et ne pas oublier, si l'on obéit, la vertu sacrée de celui qui commande. Quelle révolution inouïe! C'est là le pouvoir débarrassé de toute avidité ambitieuse, des obstacles importuns, des révolutions périlleuses. C'est la libre autorité et le sujet respecté. C'est la loi humaine anoblie par la justice. Le pouvoir limité par la loi de Dieu et par les droits de la conscience. C'est l'ordre assuré par l'obéissance des âmes. Donnez-nous ces âmes transformées par l'esprit chrétien d'obéissance, d'amour et de renoncement, car la paix du Christ est parfaitement compatible avec le syndicalisme ouvrier, avec les nouveaux modes de travail, avec les nouveaux régimes de propriété, avec des organisations politiques très différentes. L'esprit les reconnaîtra toujours par leur modération, par leur justice.
leur charité et par les concepts moraux qui dominent les aspects matériels de la vie. Ne pas aspirer au pouvoir comme à un droit, mais l'accepter comme un devoir, considérer l'État comme le ministère de Dieu pour le bien commun. Le Portugal, entre 1919 et 1926, est sujet à de nombreuses insurrections. Les monarchistes s'emparent du nord du pays pendant un mois, mais ne prendront jamais Lisbonne. Les bolcheviks assassinent de hauts dirigeants de la République. Une partie de l'armée organise une révolte, mais ne réussit pas à prendre le pouvoir. Tous les conjurés seront finalement acquittés. Une personne se détache, le général Gomes da Costa. Le 28 mai 1926, il organise un soulèvement de grande ampleur. Le gouvernement entend négocier, mais sera forcé de capituler. Dès lors, c'est le général Gomes da Costa qui, sous forme de triumvirat, commandera le Portugal, assisté d'un ancien du gouvernement, Cabecedas, et du commandant Ochoa. Petit à petit, d'autres hommes rejoindront le gouvernement. Le journal monarchique L'Axao Realista dira de cet épisode de cohabitation entre Cabecedas, le républicain maçonnique, et Gomes da Costa. L'armée s'est révoltée au nom de l'intérêt national, et parce que l'intérêt national la guide. L'armée impose la suppression du Parlement, la concentration du pouvoir responsable dans les mains des chefs, l'établissement d'une dictature de salut public assistée d'un conseil technique, c'est-à-dire un système d'autorité aidé par un système de compétences. Ils se trompent ceux qui supposent que la question se réduit aux convulsions des partis constitutionnels devant la peur d'une victoire d'un gouvernement fort. Le conflit est autre, le duel est plus vaste et plus significatif. D'un côté, la sève historique, la ligne de renaissance de la race au service de sa tradition et de sa discipline. De l'autre, le virus maçonnique. Le général Gomes da Costa finira par déposer Cabecedas, mais il se heurtera toujours aux réalités de la politique qu'il ne maîtrisait pas vraiment. Il se proclame président et nomme Salazar au ministère des Finances. Gomes da Costa finira par être arrêté et céder sa place au général Carmona. En 1927, une insurrection de gauche mettra le pays en branle pendant 5 jours. Carmona procède à 600 déportations de séditieux outre-mer et doit désormais jouer serré. Il réoriente le gouvernement vers le centre droit et tente de créer une union nationale républicaine. En 1928, le général Carmona est élu président. Salazar lui promet que le budget de l'État sera redressé en un an, soit 2 ans de moins que les prévisions de la Société des Nations. À la suite d'une loi sur la limitation de certains actes extérieurs du culte, Salazar remet sa démission. Il avait dit que jamais il ne ferait partie d'un gouvernement anticlérical. Il retrouvera sa place dans le prochain gouvernement. À mesure qu'il devient de plus en plus populaire, Salazar, qui parle peu dans les médias, s'épanche sur le futur possible du Portugal et la nécessité d'une nouvelle constitution. La réorganisation constitutionnelle de l'État doit se fonder sur un nationalisme solide, prudent, conciliateur, qui tâchera d'assurer la coexistence et l'activité régulière de tous les éléments naturels, traditionnels et progressifs de la société. Parmi ces éléments, nous devons compter spécialement sur la famille, la corporation morale et économique, la paroisse et la commune. Il me semble que les garanties politiques de ces facteurs primordiaux doivent avoir leur consécration dans la Constitution portugaise, de façon qu'ils puissent avoir une influence directe ou indirecte sur la formation des corps suprêmes de l'État. Alors seulement l'État sera l'expression juridique de la nation dans la réalité de sa vie collective. Il se voit confier le ministère de l'Intérieur et des colonies en plus des finances. Il parle aussi ouvertement de s'opposer au libéralisme. En résumé, on prétend construire l'État social et corporatif en rapport étroit avec la constitution naturelle de la société. Les familles, les paroisses, les communes, les corporations où se trouvent les citoyens avec leurs libertés juridiques fondamentales sont les organismes qui composent la nation et comme tels, ils doivent intervenir directement dans la constitution des corps suprêmes de l'État. Voilà une expression plus fidèle que n'importe quelle autre du système représentatif. Salazar s'exprimera aussi devant l'armée à plusieurs reprises et commence à s'ériger en chef.
Je me demande si dans l'âme de ceux qui disent nous suivre se trouve l'amour de la patrie poussé jusqu'au sacrifice, le désir de bien servir, la volonté d'obéir, seule école où l'on apprenne à commander, un besoin vif de discipline et d'ordre, de justice et de travail honnête. Et ce n'est pas là un programme à l'usage des anges, à peine sont-ce les conditions indispensables pour des hommes qui se proposant de sauver le pays, ne doivent plus faire obstacle à son salut. Il ne s'agit pas de gagner sa vie, mais d'assumer de hautes missions sociales. Nous devons prendre garde avec calme, mais avec fermeté à la désorientation présente et mettre dans la défense de l'intérêt de la collectivité au moins autant d'énergie et de décision que les autres en mettent à nous imposer l'intérêt de leur groupe, de leur parti, de leur classe, ou simplement le triomphe de leur idéologie égarée. C'est notre devoir de gouvernant, c'est votre devoir de soldat. En vérité, en rappelant les principes supérieurs de la fonction militaire, je n'ai pas prétendu autre chose qu'aviver dans votre esprit la haute conscience de votre position et la notion exacte de vos responsabilités. Aux accusations de fascisme, Salazar rétorque. Notre dictature se rapproche évidemment de la dictature fasciste par le renforcement de l'autorité, la guerre déclarée à certains principes de démocratie, par son caractère nationaliste, sa préoccupation de l'ordre social. Elle s'en éloigne cependant par ses procédés de rénovation. La dictature fasciste tend vers un césarisme païen, vers un État nouveau qui ne connaît pas les limites d'ordre juridique ou moral, qui marche à son but sans rencontrer ni embarras ni obstacles. Mussolini est un admirable opportuniste de l'action. Tantôt il va à droite, tantôt il va à gauche. Aujourd'hui il combat l'Église, mais peu après c'est lui-même qui fait le traité de Latran, pour faire dissoudre, quelques mois après, les associations catholiques. Je le sens tiraillé entre l'élite qu'il a su former, qui le sert avec tant d'intelligence, et la rue, à qui il est de temps en temps obligé de plaire. Je ne doute pas de l'œuvre moralisatrice de Mussolini. Je dis que certaines affirmations et attitudes d'ordre moral sont imposées par Mussolini au fascisme, et non à Mussolini par le fascisme. Il veut que ce soit ainsi, et pourrait vouloir autrement sans se contredire. Au contraire, les limites dans lesquelles nous prétendons travailler sont imposées par les principes fondamentaux de l'État nouveau portugais à notre action, à l'action des dirigeants. Nos lois sont moins sévères, nos habitudes moins polissées, mais l'État est moins absolu et nous ne proclamons pas omnipotent. La politique de Salazar se rapproche d'ailleurs de celle de Maurras, du politique d'abord. La tempête révolutionnaire qui agite le monde et menace les fondements de l'ordre social impose comme la première de toutes les nécessités celle de s'emparer du pouvoir public, de conquérir l'État et de défendre avec intransigeance les positions de l'ordre. Mais la possession de l'État, condition essentielle pour sauver la nation du désordre et de la ruine sociale, n'est pas un facteur suffisant de rénovation matérielle ou morale et ne peut à elle seule garantir la stabilité, l'avenir de l'œuvre réalisée. Cela devra s'affirmer dans la réforme de l'éducation. En un mot, ayons l'État en main, mais orientons dans le bon sens, l'intelligence et la volonté des Portugais. C'est en 1933 que Salazar soumettra au plébiscite sa nouvelle constitution. Elle sera acceptée par 719 364 oui contre 5 955 non. L'Estado Novo, en français l'État nouveau, verra donc le jour. Voilà comment, entre autres, Salazar lui-même décrit l'État nouveau, à la fois critique de la démocratie et du socialisme, et se rapprochant de la doctrine nationale chrétienne. Nous avons poussé l'État, d'abord vers une passivité absolue, indifférente, volontairement ou non, à l'organisation de l'économie nationale et ensuite vers un interventionnisme absorbant qui réglait la production, le partage, la consommation des richesses. Par cet interventionnisme toujours et partout où il en a usé, l'État a stérilisé les initiatives, s'est chargé de fonctionnaires, a augmenté démesurément les dépenses et les impôts, réduit la production, dilapidé de grandes sommes de richesses privées, restreint la liberté individuelle, devenant de la sorte un lourd et insupportable ennemi de la nation. Ceux qui, aveuglément, poussés par la logique de leurs faux principes, ont voulu aller jusqu'aux dernières conclusions, ont monté la machine avec tout le faste des grands plans, avec la rigueur apparente de la science et de la meilleure technique, mais le travailleur libre, l'homme, a disparu. Entraîné dans le colossal engrenage, sans élasticité et sans esprit,
On a vu les ouvriers mobilisés comme des machines ou transportés comme du bétail parce que dans telle région, l'herbe des pâturages a manqué. En résumé, la richesse, les biens, la production ne constituent pas en eux-mêmes des buts à atteindre, ils doivent réaliser l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Ils ne signifient rien s'ils ne sont pas appropriés à la conservation et à l'élévation de la vie humaine. À cet objectif doivent obéir la production nationale et l'activité administrative de l'État, disposées l'une et l'autre autant que possible selon l'ordre rationnel des besoins les plus nécessaires des individus et de la nation. Si beaucoup d'hommes ne disposent pour vivre que du produit de leur travail, deux conclusions s'imposent. L'une, c'est qu'il faut organiser l'économie nationale de façon que les travailleurs aient du travail. L'autre est que ce travail doit être réglé et organisé de telle manière que les salaires permettent aux travailleurs de vivre. Nous voulons marcher vers une économie nouvelle en travaillant conformément à la nature humaine, sous l'autorité d'un État fort qui défende autant contre les excès du capitalisme que contre le bolchevisme destructeur, les intérêts supérieurs de la nation, sa richesse et son travail. Contrairement aux idées reçues, le système n'est pas dictatorial. Une clause prévoit d'amender la Constitution tous les 5 ou 10 ans, si les 2/3 du Parlement le désirent. Les opposants au régime de l'État nouveau tentent de calomnier Salazar par tous les moyens, sentant que l'accès au pouvoir se restreint. L'armée, puis la Troisième Internationale, tentent des soulèvements, puis des agitateurs venus de France et d'Espagne. Salazar réaffirme son attachement à l'élément national. Quand la plupart d'entre vous commençaient à épeler les livres des écoles, l'Europe avait déjà subi la plus grande crise mentale des derniers siècles. Il semblait même que quelques réactions heureuses commençaient à indiquer le chemin de la tranquillité aux esprits inquiets de la fin du XIXe siècle et des débuts d'une autre. La manie philosophique avait commencé à ébranler dans les intelligences l'adhésion aux vérités éternelles et à ronger dans les esprits les grandes certitudes. On avait nié Dieu, la certitude, la vérité, la justice, la morale, au nom du scepticisme, du pragmatisme, de l'épicurisme, de 1000 systèmes confus dont le vide avait été rempli avec difficulté. Mais la négation, l'indifférence, le doute ne peuvent être source d'action, et la vie est action. Le nationalisme de l'État nouveau n'est pas et ne pourra jamais être une doctrine d'isolement agressif, idéologique ou politique, car il s'incorpore, comme d'ailleurs avec toute notre histoire, dans l'œuvre de coopération amicale avec les autres peuples. Nous le considérons aussi éloigné du libéralisme individualiste, né à l'étranger, et de l'internationalisme de gauche que d'autres systèmes théoriques et pratiques, nés aussi à l'étranger par réaction contre eux. L'État nouveau n'a pas seulement entrepris de supprimer les anciens partis, en même temps que l'individualisme et le parlementarisme, il offre aussi une résistance invincible à des courants qui en dérivent par la force de la logique révolutionnaire, ou qui, d'une façon ou d'une autre, représentent un excès d'ordre politique ou juridique dans la réaction que ces courants provoquèrent. On trouve sans doute dans le monde des systèmes politiques avec lesquels le nationalisme portugais a des ressemblances et des points de contact, d'ailleurs presque exclusivement restreints à l'idée corporative. Mais dans le procédé de réalisation et surtout dans la conception de l'État et dans l'organisation de l'action politique et civile du gouvernement, les différences sont bien nettes. Il faut éloigner de nous la tendance à la formation de ce qu'on pourrait appeler l'État totalitaire, qui subordonnerait tout sans exception à l'idée de nation ou de race par lui représentée, qui se présenterait comme un être omnipotent, principe et fin de lui-même, auquel devraient être assujetties toutes les manifestations individuelles ou collectives, et pourrait donner naissance à un absolutisme pire que celui auquel les régimes libéraux avaient succédé. Un État pareil serait essentiellement païen, incompatible par sa nature avec le génie de notre civilisation chrétienne et nous mènerait tôt ou tard à des révolutions semblables à celles qui affligèrent les vieux régimes historiques et qui sait même à de nouvelles guerres religieuses plus graves que les anciennes. La Constitution approuvée par le plébiscite populaire rejette, parce qu'inconciliable avec ses objectifs, tout ce qui directement ou indirectement provient de cette conception totalitaire. Elle impose à l'État le respect pour les garanties dérivées de la nature en faveur des individus, des familles, des corporations et des autarchies locales. Elle assure la liberté et l'inviolabilité des croyances et des pratiques religieuses. Elle attribue aux parents et à leurs représentants l'instruction et l'éducation des enfants. Elle garantit la propriété, le capital et le travail dans l'harmonie sociale. Elle reconnaît l'Église avec ses organisations qui lui sont propres et la laisse libre d'exercer son action spirituelle.
Salazar mènera une partie des bases de sa politique sur le corporatisme. Il ne s'agit pas de regrouper des gens représentant un secteur d'activité, mais d'orienter le pays entier vers le bien commun, passer de l'intérêt de groupe à l'intérêt général. La première chambre corporative comportera des représentants de 23 secteurs. Les opposants portugais ne peuvent plus réellement atteindre Salazar. Ils font donc appel à l'étranger auprès des internationales. Le complot contre la révolution nationale est permanent. Salazar décide de frapper fort et d'interdire la franc-maçonnerie. Le Portugal l'avait déjà fait en 1823. Le rapporteur de la loi, M. Abel de Andrade, dit ceci dans son rapport. Les sociétés secrètes, quel que soit le contenu de leur doctrine et leur méthode, ne doivent pas être autorisées dans le régime civil du XXe siècle. Ont seul le droit de vivre la vie sociale sous ses divers aspects, les sociétés ayant la possibilité de répondre pleinement de leurs actes. Celles qui se mettent en situation de ne pouvoir assumer cette responsabilité n'ont pas le droit d'existence. Les sociétés, comme toute autre expression de la vie moderne, doivent vivre d'une vie ouverte et en pleine lumière. Celles qui redoutent d'en affronter la clarté sont par cela même suspectes. Elles masquent quelque chose de périlleux. Que l'influence de la maçonnerie devait s'étendre à la haute charge de la présidence de la République, aux charges politiques soumises à la nomination présidentielle et gouvernementale, qui ont un caractère de place de confiance, telles que celles de directeurs généraux, chefs de répartition, représentants en pays étrangers, commandants, militaires, aux charges législatives dépendant de l'élection, députés et sénateurs, aux administrateurs nommés, gouverneurs civils, et à ceux soumis à l'élection. Que le Grand Orient lusitanien uni devait intervenir collectivement dans l'approbation des projets de loi, que l'influence maçonnique devait s'exercer simultanément dans toutes les forces de direction sociale, gouvernement, politique, commerce, industrie, défense, militaire, presse, diplomatie, éducation, assistance. Si la Révolution nationale est la revendication de l'autorité de l'État contre toutes les forces désagrégatrices de la nation, elle trahirait son programme si elle tolérait l'existence de ces sociétés secrètes. Le principal théoricien de l'helvétisme, l'historien suisse Gonzague de Reynold, dira de Salazar: il est dénué de toute ambition personnelle, il porte le pouvoir comme on porte sa croix. 10 ans après la prise de pouvoir par le général Gomes da Costa, Salazar dresse un bilan du Portugal, à l'heure où l'Europe se tourne résolument à gauche, en mettant l'accent sur la famille et les vérités immuables. Quand la famille se défait, la maison se défait, le foyer se défait, les liens de parenté se dénouent pour laisser les hommes devant l'État, isolés, étrangers, sans attache et dépouillés moralement de plus de la moitié d'eux-mêmes. Le nom se perd, on devient un numéro, la vie sociale prend aussitôt un aspect différent. La famille est l'origine nécessaire de la vie, source de richesse morale, stimulant des efforts de l'homme dans la lutte pour la paix de chaque jour. Nous ne discutons pas le travail, ni comme droit, ni comme obligation. Ni comme droit parce que ce serait obliger ceux qui n'ont que leurs bras à mourir de faim, ni comme obligation parce que ce serait concéder aux riches le droit de vivre du travail des pauvres. Il est contraire à la nature des choses que le travail cesse en aucune circonstance d'être facteur de richesse pour se convertir en source de misère. Aux âmes déchirées par le doute et le négativisme du siècle, nous avons tenté de restituer le réconfort des grandes certitudes. Nous n'avons pas discuté Dieu et la vertu, nous n'avons pas discuté la patrie et son histoire, nous n'avons pas discuté l'autorité et son prestige, nous n'avons pas discuté la famille et la morale, nous n'avons pas discuté la gloire du travail et le devoir de travailler. Si la foi n'est pas un mensonge, elle est une source inépuisable de vie spirituelle, mais si comme vertu elle est don de Dieu, nous ne comprenons ni qu'on ne l'impose par la force, ni qu'il y ait avantage à contrarier son action. Au cours de l'histoire, on a vu souvent le programme des gouvernements ou d'États étendre aux âmes l'anxiété du despotisme et détruire en elles le germe de la foi. Tâche sans gloire. Le temps passé, on répare les dégâts, on reconstitue les églises et le culte, mais on ne peut plus faire surgir des vertus qui n'étaient plus pratiquées, ni éviter la triste désolation des âmes qui ont perdu un monde. Nous plaçons sans crainte le nationalisme portugais à la base indestructible de l'État nouveau. Primo parce qu'il est le plus clair impératif de notre histoire, secondo parce qu'il est un facteur inestimable de progrès et d'élévation sociale. Nous ne discutons pas la patrie. Nous ne discutons pas l'autorité. Elle est un fait et une nécessité. Elle ne disparaît que pour se reconstituer, on ne la combat que pour la livrer en d'autres mains. Elle est aussi un don magnifique de la Providence, car sans elle, ni la vie sociale ni la civilisation humaine ne seraient possibles. Le passage de l'enfance à l'âge d'homme, de l'ignorance à la connaissance, des instincts à la vertu,
de la barbarie à la civilisation, est le fruit de l'effort persistant contre l'inertie naturelle. L'autorité n'existe jamais pour elle-même, mais pour les autres. Ce n'est pas une propriété, c'est un fardeau. Les avantages sont en proportion du bien qu'elle ordonne et de la fidélité avec laquelle s'exécutent ses ordres. Comme l'erreur est possible, son action doit pouvoir être appréciée, mais il y a moins de désavantages à ne pas se laisser critiquer qu'à ne pas se faire obéir. Salazar commence à donner de l'importance aux colonies. Ces peuples ayant été évangélisés méritent que l'on s'occupe d'eux. L'Espagne, en pleine guerre civile, plonge le Portugal dans un mini-conflit. 2 bateaux de guerre portugais se mutinent pour rejoindre l'Espagne. Salazar ordonne qu'on les bombarde. Il comprend de plus en plus que sous couvert de démocratie, c'est une croisade aux nationalistes et aux catholiques que l'on fait. Il autorise la formation d'une légion portugaise et décide de devenir un État non interventionniste sur la scène internationale. Pire que certains nationalismes, même agressifs, sont certains internationalismes aujourd'hui. En minant la sécurité interne des États, en affaiblissant la cohésion nationale, en permettant la création de partis politiques mus de l'extérieur, on ne marche pas vers une humanité plus amie, fraternelle ou pacifique, mais vers l'hégémonie d'un parti qui, parodiant la race élue, fait la promesse sacrilège à tous les peuples de la rédemption par le crime. Salazar prend le contrôle du ministère de la Guerre et même l'intérim du ministère des Affaires étrangères. Il établit aussi une censure contre ce qu'il considère comme de mauvais écrits, comme par exemple le Capital de Karl Marx. Nous ne sommes pas séduits ni entièrement satisfaits par la richesse, le luxe de la technique, un outillage qui amoindrit l'homme, le délire de la mécanique, ou le colossal, le démesuré, l'unique, la force brutale, tant que l'aile de l'esprit ne les a pas touchés pour les mettre au service d'une vie chaque jour plus belle, plus élevée, plus noble. D'une civilisation qui retourne scientifiquement à la jungle, nous sommes séparés sans rémission par le spiritualisme, source, âme, vie de notre histoire. Nous nous refusons à nourrir les pauvres d'illusions, mais nous voulons à tout prix préserver de la vague qui déferle sur le monde la simplicité de la vie, la pureté des mœurs, la douceur des sentiments. L'équilibre des relations sociales, cet air familial, modeste mais digne, qui est le propre de la vie portugaise, et au-delà des conquêtes ou reconquêtes de nos traditions, c'est la paix sociale que nous prétendons sauver. Nous sommes contre toutes les grandes hérésies de notre temps, d'autant plus que nous n'avons jamais eu la preuve qu'il exista un seul endroit au monde où la liberté de propager de pareilles hérésies eût été source de bien. Cette liberté, quand on l'accorde aux barbares des temps modernes, ne sert qu'à miner les fondements de notre civilisation. Nous pensons que les nations sont en train de gaspiller leur patrimoine moral. L'unité morale et religieuse n'existe malheureusement plus nulle part, mais chaque nation possède encore une réserve de sentiments dont on devrait exalter la noblesse pour ne pas la laisser se perdre. L'élite qui détient ces sentiments diminuera chaque jour davantage dans la folie de notre temps, où la soif des jouissances matérielles et la dissolution des mœurs ont corrompu la richesse et ses sources, le travail et ses applications, la famille et sa valeur sociale. Si le monde ne connaît pas une longue période d'idéalisme, de spiritualisme et de vertu civique et morale, il ne semble pas qu'il sera possible de surmonter les difficultés de notre temps. Salazar survit même à l'explosion d'une bombe, le 4 juillet 1937, en garant sa voiture près de la maison d'un ami. Il s'étonnera du rôle de l'Angleterre, qu'il trouve trop pro-communiste à son goût en Espagne. Il se détache des 2 camps qui se préparent à la guerre mondiale et fait tout pour assurer l'indépendance du Portugal sur tous les plans. En gros, il va offrir la neutralité à l'Espagne pour éviter à Franco d'être dans la tourmente. Il coupe cependant les liens avec la Tchécoslovaquie. Salazar eut vent de ce que Chamberlain aurait dit au père de Kennedy. Ce sont les Américains et les Juifs du monde entier qui ont poussé l'Angleterre de force dans la guerre. Puis Salazar s'en prend la division en blocs idéologiques qui va conduire à l'affrontement. Lorsque l'Europe donne à entendre qu'il y a des régimes politiques essentiellement agressifs et d'autres animés d'un esprit évangélique, plein de douceur et de respect pour les droits d'autrui, non seulement elle commet une erreur démentie avec éclat par les faits, mais encore elle aboutit à la création artificielle de blocs idéologiques et elle suscite chez les États des problèmes d'ordre intérieur qui sont loin de faciliter les voies d'une entente réciproque.
L'Espagne est parvenue à étouffer dans son propre sang le virus qui menaçait la paix et la civilisation de la péninsule. Martyrisée, accablée sous le poids de la souffrance, elle a dû sans nul doute, par une méditation profonde, descendre jusqu'aux racines les plus cachées de son être. Elle tirera de sa conscience ancestrale, de son sang et de sa bravoure indomptable les principes de l'ordre social et politique nouveau. Au nom de ces principes, elle peut affirmer que s'étant révoltée contre la servitude communiste, elle n'a pas combattu avec tant d'héroïsme pour hypothéquer sous une autre forme son indépendance et sa destinée. La guerre de 39-45 éclate. Salazar exprime sa volonté de rester neutre, quoi qu'il en coûte. En 1940, il signe un concordat avec le Vatican. Quant à nous, 3 questions seulement pouvaient, à mon avis, rendre impossible l'accord parce qu'elles touchent à des points essentiels de doctrine. La reconnaissance d'une règle morale préexistante et supérieure à l'État lui-même, la constitution de la famille, l'éducation. La Constitution de 1933, avec une clairvoyance que nous pouvons maintenant apprécier, a arraché l'État portugais de la tentation de la toute-puissance et de l'irresponsabilité morale et a permis d'attribuer à l'Église, dans la constitution des foyers et la formation de la jeunesse, cette parcelle de mystère et d'infini qu'exige la conscience chrétienne, et que nous ne pourrions remplacer que par de méprisables contrefaçons. Passer outre, en négligeant le reste, ce serait fermer les yeux devant les réalités vivantes de notre époque. Ne pas aller jusque-là, ce serait aussi ne pas tenir suffisamment compte de ce qu'exige une juste liberté et la structure chrétienne de la nation portugaise. Alors que la guerre bat son plein en Europe, Salazar multiplie les déclarations et réaffirme la nature catholique du Portugal. Dans les nations comme dans les familles et chez les individus, vivre vraiment, c'est surtout posséder une pensée supérieure qui domine ou guide l'activité spirituelle et les relations avec les autres hommes et les autres peuples. Et c'est de la vitalité de cette pensée, de la puissance de cet idéal, de sa portée restreinte ou universelle et humaine que proviennent la grandeur des nations, la valeur de leur projection sur terre. Être pauvre en territoire, réduit dans sa population ou en force ou en moyens militaires ne limite pas en soi-même la capacité civilisatrice. Un peuple peut engendrer dans son sein des principes orienteurs d'action universelle, irradiés du flambeau de lumière qui illumine le monde. Quand tout à l'heure montera sur le château la bannière à l'ombre de laquelle s'est fondée notre nationalité, nous verrons comme gage, confirmant notre foi, la croix couvrir comme au premier jour la terre portugaise. En 1941, Salazar se brouille avec Washington. Le sénateur américain Pepper s'octroie en effet le droit de contrôler officiellement le Cap-Vert et les Açores, qui seraient, selon lui, sous la menace d'occupation par les Allemands. Salazar réagit véhément et les Américains font marche arrière. Mais en Extrême-Orient, Pearl Harbor rebat les cartes. Rebelote. Les Anglais annoncent que Macao, possession portugaise, sera occupée par les Japonais. Et pourtant, Macao ne sera pas pris par les Japonais. C'est bien une autre possession portugaise, le Timor, qui sera occupée par des forces hollandaises et australiennes. Les négociations n'aboutissant pas entre l'Angleterre et le Portugal, le Japon déclare vouloir libérer la partie portugaise du Timor. Salazar indique encore une fois que la priorité nationale est à l'unité. Cet intérêt, il appartient à la politique de le définir et de le sauvegarder. L'intérêt suprême est l'intégrité et l'indépendance, le double attribut d'où dérive la possibilité pour la nation de se développer et de prospérer, en accomplissant sa mission dans le temps. Si la nation en tant qu'agrégat autonome est nécessaire au progrès social, la doctrine et l'action politique tout entière, au sens le plus large de leur acception, ont pour objectif suprême d'assurer aux individus les moyens matériels et les conditions nécessaires à leur vie morale. Il passe à la défense morale. Nous entendrons par nation, par protection morale, la conscience nationale est exposée au triple péril de se diviser, de s'égarer, et de perdre sa personnalité. Si elle s'égare, elle ne voit plus, elle ne comprend plus, elle n'est plus assurée de découvrir où est la bonne route. Si elle se divise, elle n'est plus certaine de pouvoir la suivre quand elle l'aura trouvée. Elle s'affaiblit, s'abaisse et se diminue. Si elle perd sa personnalité, elle perd en même temps avec ce qui la distingue parmi les autres peuples, races ou nations, l'un des facteurs qui la font apprécier à l'étranger et l'une des sources qui rendent utile son apport. En 1943, sentant que l'Axe était amené à perdre, il cède des privilèges aux Anglais pour l'accès aux Açores, en échange de matériel militaire. Le Timor est toujours occupé par le Japon.
Puis en 1944, les choses s'accélèrent, la Wehrmacht entame sa retraite de l'Union soviétique, les croisés de la démocratie entrent à Paris, la Roumanie capitule, la Finlande rompt avec Berlin, la Bulgarie demande l'armistice à Moscou. Puis en 1945, les Alliés franchissent le Rhin, Mussolini est assassiné, Hitler se suicide. Salazar ne se réjouira pas de la victoire des Alliés. Il sera d'ailleurs le seul, avec le chef d'État irlandais De Valera, à envoyer au grand admiral Karl Dönitz ses condoléances pour la mort d'Hitler. Modeste, Salazar remerciera la Providence d'avoir écarté le Portugal du conflit direct. En cette heure si solennelle pour ne pas dire sacrée, je ne sens, je n'éprouve en moi-même qu'un vif élan de gratitude envers la Providence pour sa miséricorde et de prière pour que sa lumière éclaire les hommes responsables des destinées du monde. Au sortir de la guerre, Salazar s'interroge sur l'orientation que prendra l'ONU. Il réitère sa vision selon laquelle le cadre national est plus efficace que le cadre supranational. Ni les fédérations artificiellement promulguées ou imposées, ni l'hégémonie des grands États suivis de leurs États vassaux, ni l'organisation des intérêts dans des cadres se situant au-dessus des nations ne seraient surpassées en simplicité, en efficacité et en collaboration pacifique une organisation des agrégats nationaux. Salazar refuse toujours à s'adonner à la démocratie, qu'il considère à juste titre comme un mauvais système. Il y eut bien quelques putschs inoffensifs, mais il gagna toujours les élections tranquillement. Le Portugal retrouve la souveraineté sur le Timor, mais se heurte à un problème en Inde. Le départ des Anglais d'Inde ouvre la porte à tout un processus de décolonisation. Salazar tient à Goa, la partie portugaise de l'Inde, et ne songe pas à abandonner son empire colonial. Nous sommes désormais en 1947, mais Salazar tient le cap, ce qui lui vaudra les éloges du pape Pie XII. Je le bénis de tout cœur et je fais les vœux les plus ardents pour qu'il puisse mener à bout son œuvre de restauration nationale, tant matérielle que spirituelle. En 1949, il révoquera les lois de bannissement de la famille royale, permettant à la famille de Bragance de retourner vivre au Portugal. Puis en 1953 et jusqu'en 1955, les problèmes ressurgissent à Goa, l'Union indienne voulant reprendre ce territoire portugais. Seul le Brésil se montrera solidaire du Portugal. Salazar, prônant un empire lusophone sur tous les continents, ne compte pas vendre son territoire. Il ira même jusqu'à critiquer les fondements de l'Union européenne, alors en gestation. Cependant, il est un aspect qui nous paraît plus grave, malgré l'obscurité relative dont il s'entoure. Je veux parler du mouvement d'intégration européenne dont beaucoup défendent l'idée en Europe, idée que d'autres, en dehors d'elle, semblent encourager. Si la raison pour laquelle certains États soutiennent la nécessité pour l'Occident européen de ces formes d'intégration est suffisamment claire à mon esprit, je ne suis pas encore parvenu à découvrir les motifs qui en poussent d'autres à accepter, sinon à bénir, cette sorte de liquidation nationale. La constitution hétérogène et dispersée de quelques États européens, l'ampleur de leurs intérêts hors d'Europe, la diversité des institutions qui les régissent, la disparité des climats politiques et moraux qui s'y manifestent, sont autant d'aspects dont je ne suis pas encore parvenu à comprendre comment ils seraient envisagés pour la sauvegarde de ce qu'il y a d'essentiel dans quelques-unes de ces formations historiques. Le processus de décolonisation bat son plein à la fin des années 50. Salazar ira jusqu'à prédire le déclin de l'Europe civilisationnelle. Cette Europe, qui a été le berceau de nations et l'agent missionnaire de la civilisation que nous avons servi et propagé au prix de tant d'efforts, me semble aujourd'hui fatiguée de sa propre grandeur, en partie amolie par les facilités de l'existence. Il réaffirme aussi son opposition légitime et logique à la démocratie et au suffrage universel, ainsi qu'au libéralisme en général. Si la démocratie consiste dans le nivellement par la base, dans le refus d'admettre les inégalités naturelles, si la démocratie consiste à croire que le pouvoir trouve son origine dans la masse et que le gouvernement doit être l'œuvre de la masse et non de l'élite, alors effectivement, j'estime que la démocratie est une fiction. Je ne crois pas au suffrage universel car le vote individuel ne tient pas compte des différences humaines. Je ne crois pas à l'égalité, mais à la hiérarchie. Le libéralisme est un mensonge. Je ne crois pas à la liberté, mais aux libertés. La liberté qui ne s'incline pas devant l'intérêt national, cette liberté-là s'appelle l'anarchie et détruira la nation. De même, un État dont la souveraineté n'est pas limitée par la morale et le droit est totalitaire et nous ne l'admettrons pas.
En 1958, certains au Portugal semblent las de l'État nouveau. Le président de la République Craveiro Lopes, qui avait remplacé le général Carmona, se mue en agitateur et harangue les foules contre Salazar. Il sera remplacé après son mandat par l'amiral Thomas, un fidèle, et élu dans un fauteuil. Salazar refuse toujours les chimères d'un Portugal soumis aux forces capitalistiques internationales et d'un Portugal qui renierait son empire et les caractéristiques de sa nation. 1958 sera tout de même une année très négative, avec les guerres en Afrique du Nord, la mort de Pie XII remplacé par Jean XXIII. Puis en 1959, l'Afrique noire s'enflamme et le communisme triomphe à Cuba. Salazar dira du communisme. Dans de nombreux pays, le communisme pénètre par l'intermédiaire de milieux intellectuels. Il est professé par snobisme par les détenteurs de la fortune et n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire ou la pauvreté. Il se présente et se répand comme une philosophie intégrale de l'homme et de la vie et gagne ses adeptes indépendamment de leurs moyens d'existence. Le pire est qu'en dehors du catholicisme, qui peut le contrarier partiellement, le monde occidental a perdu nombre des principes qui l'inspiraient dans le passé et n'a pas encore été capable de formuler un système qui pût valablement être opposé au communisme. Notre chance est que celui-ci, après sa brillante ascension, perdra peu à peu sa force et s'effondrera dans ses contradictions. Il faut aussi noter que la collaboration des nations européennes et africaines prend tout son sens dans une optique catholique. En témoigne une autre citation de Salazar, preuve que son attachement à l'Afrique est principalement basé sur la foi et non calqué sur deux modèles erronés que sont les ambitions néocolonialistes américaines et la subversion communiste. L'Éthiopie, qui a été dès le IVe siècle le bastion de la civilisation chrétienne sur le continent africain, a pris sur elle la mission de défendre la foi et les destinées du christianisme. Pour cela, elle a dû affronter la plus grande puissance militaire de cette époque. Les Portugais, sous les ordres de cet esprit brillant et précurseur que fut le prince Henri le Navigateur et de Vasco de Gama, grand capitaine de tous les temps, avaient réalisé le plus grand exploit de l'histoire nautique, le célèbre voyage par le cap de Bonne-Espérance, et il leur fallait maintenant affronter le même ennemi dans la mer Rouge et sur l'océan Indien. C'est dans cette croisade contre l'islam que nos deux nations ont réalisé l'épopée de leur histoire commune, ce qui donna l'origine à l'installation de notre ambassade au Portugal et de l'ambassade portugaise, dirigée par Rodrigo de Lima en Éthiopie. Ce fait a scellé le destin de nos deux peuples en faisant d'eux les soldats d'une même croisade. Malheureusement, avec le temps, ce sont bien les démoplutocraties occidentales qui, via leur trust apatride et leur néocolonialisme affairiste, s'imposeront. Des politiciens habiles comme Eisenhower essayent en vain de convaincre Salazar de renoncer à son empire via quelques flatteries. Salazar dira en privé à Jacques Ploncart d'Assac « Il est bien gentil, mais il croit encore en Jean-Jacques Rousseau ». Salazar sent que l'offensive contre le Portugal passera par l'ONU. Il sait bien que l'ONU a tendance à devenir un parlement international, prélude certain à un nouvel ordre mondial supranational. L'année 1961 sera celle des grandes épreuves pour Salazar. Les forces internationales se déchaînent. Le Portugal aura à gérer une offensive terroriste en Angola et un acte spectaculaire de piraterie dans une tentative de putsch militaire. Un commando de 70 hommes d'une organisation révolutionnaire s'empare du paquebot Santa Maria, en pleine mer des Antilles. Henrique Galvao, ancien prisonnier et personnage très instable, était à la tête de cette opération. Les Américains, persuadés que le régime de Salazar tomberait très vite, avaient sous-estimé la réaction de la marine portugaise. Le navire, voulant aller en Angola, voit son chemin rapidement bloqué. Galvao, acculé et multipliant les déclarations loufoques, rebaptisant le Santa Maria Santa Libertad, Sainte Liberté, sera finalement abandonné par les Américains et son allié, le président de gauche du Brésil, Jânio Quadros. Le bateau reviendra au Portugal, acclamé par une foule immense, qui surprend les observateurs occidentaux, persuadés que le peuple portugais était contre Salazar. Les démocraties occidentales voyaient le Portugal de Salazar comme une brebis galeuse, incapable de s'aligner et de se soumettre à leur vision du monde. Certains ministres, comme le ministre de la Défense Botelho Moniz, réclament sa tête. L'amiral Thomas refuse de destituer Salazar et maintient le cap sans tergiverser. Le gouvernement ne peut demander pardon de considérer l'existence de la patrie comme une chose hors de discussion.
Ne pouvant chambouler le Portugal de l'intérieur, les Nations Unies laisseront au président indien Nehru le droit d'envahir Goa sans impunité. Le Portugal perdit alors Goa, non sans résistance des soldats portugais. L'alliance anglaise, alliée de toujours du Portugal, donnait à Salazar un coup amer de trahison. Ni les Anglais ni les Américains ne se sont montrés de fiables alliés sur la question de Goa. Salazar commence par restreindre ses liens avec l'ONU et sera même critique du rôle de l'OTAN. Il critiquera aussi le modernisme et le progressisme catholique, à juste raison. Quant au progressisme catholique, nous dirons qu'il semble travailler aujourd'hui de connivence avec le communisme dans la vague espérance que ce dernier l'aidera à faire la révolution dont le premier cueillerait les fruits, en raison de l'ascendance qu'il maintient encore dans les sociétés occidentales. En 1966, à l'occasion des 40 ans de l'État nouveau, il s'exprimera à Braga. Je comprends les doutes et les hésitations. Nous vivons un moment critique de l'histoire du monde. Tout est en crise ou sujet à critique. La morale, la religion, la liberté des hommes, l'organisation sociale, l'étendue de l'intervention de l'État, les régimes économiques, la nation elle-même et les avantages de son indépendance ou de son intégration avec d'autres pour la formation de grands espaces économiques et politiques. On discute en Europe la notion même de patrie. Des révolutions, comme la révolution soviétique, ont continué dans le domaine des faits et de la philosophie. Les révolutions qui venaient du passé, de la Réforme et de la Révolution française, et, comme tous les grands mouvements en possession de leur force initiale ont tendance à se répandre et à dominer le monde, nous empoisonnent de visions et de principes qui sont loin d'être appliqués dans leur pays d'origine. Les esprits les plus purs s'inquiètent, se troublent, ne savent pas comment s'orienter et répètent avec angoisse la question de Pilate au Christ. Où est la vérité ? C'est aussi en 1966 que le pont Salazar sur le Tage sera inauguré, une prouesse technique pour l'époque. Mais 2 ans plus tard, en 1968, tombé malade et à la suite d'une opération chirurgicale, Salazar tombe dans le coma. Il est démis de ses fonctions par l'amiral Thomas. Reprenant connaissance, il mène une vie modeste dans le calme de sa maison, son état de santé empirant peu à peu. Il finira par rendre son âme à Dieu le 27 juillet 1970. 3 jours plus tard, il aura droit à des funérailles nationales au monastère des Géronimos, où une foule impressionnante lui rend hommage. Il repose désormais dans le cimetière de Vimeiro, avec une dalle ordinaire et quasi anonyme. Que retenir de Salazar ? Il fut un homme modeste, touchant ses 15 000 escudos de solde, vivant discrètement et fuyant les honneurs. Il dirigea le pays presque par hasard, sans réellement le vouloir, en ayant pour but de restaurer le calme, la tranquillité publique, le développement de l'éducation et de la culture, le prestige et la cohésion nationale. Tout cela, disait-il, ce ne sont pas les hommes qui le font, mais les principes. Formé à l'école du catholicisme social, de Rerum Novarum de Léon XIII, mais aussi influencé par l'action française de Charles Maurras, l'État nouveau, bâti sur l'amour de la nation, représenté par les corporations dans l'espace économique, et soutenu par une armée fidèle et patriote. Nous terminerons cette vidéo avec une citation de Salazar. Apprenez à vos enfants à travailler, apprenez à vos filles la modestie, apprenez-leur les vertus de l'économie. Et si vous n'en faites pas des saints, faites-en au moins des chrétiens.